Intégral Placement, la vie IMO. Et oui, chaque jour, on vous emmène aussi sur ce marché immobilier qui plaît tant aux Français, cette passion française pour la pierre. Alors, pour comprendre dans quoi vous allez investir, il faut aussi voir d'où l'on vient et d'où revient le marché de l'immobilier. On va en parler avec Nicolas Pécourt, le directeur de la communication du Crédit Foncier. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Quand on investit, on préfère acheter dans un bien sain, plutôt de qualité évidemment, et qui répond aux normes minimales d'hygiène. Nous sommes bien d'accord. Aujourd'hui donc, et une fois n'est pas coutume, sur BFM Business, vous nous proposez de parler d'hygiène et de salubrité avec un personnage qui nous a changé la vie, un personnage du 19e siècle, Armand de Melun. Quelle était la situation lorsqu'Armand de Melun est venu au monde ? Alors, quelle était la situation Armand de Melun ? Je vais y venir, c'est une loi qui date de 1850. La situation en ce milieu du 19e siècle est tout simplement catastrophique. On a des logements qui sont, pendant de très nombreux siècles, totalement insalubres, des logements étroits, des logements surpeuplés, parfois sans eau, sans lumière, à même le sol pour les pièces du rez-de-chaussée. Et quand les habitants sortaient de leur habitat, finalement la situation à l'extérieur était guère enviable, des rues étroites, des pots de chambre jetés directement par la fenêtre. Et en fait, tout ça avait quand même des conséquences en matière d'hygiène et notamment en matière de maladies, de décès. Songez par exemple, Guillaume, qu'en ce milieu du 19e siècle, l'espérance de vie à la naissance était inférieure à 40 ans. Et en fait, les pouvoirs publics, pendant assez longtemps, se sont plutôt désintéressés du sujet. Même sous la Révolution française, dans les fameux cahiers de doléances, on ne trouve guère de mention sur l'état des logements. Et en fait, on va avoir donc une prise de conscience qui va être assez tardive, contrairement par exemple à des pays comme l'Angleterre. Et la prise de conscience sera un petit peu un électrochoc. Cet électrochoc, c'est les épidémies. C'est notamment les deux épidémies qui ont fait des milliers de morts. C'est l'épidémie de choléra de 1832, qui fera, ne serait-ce qu'à Paris, un peu plus de 18 000 morts, y compris le président du conseil de l'époque, et puis l'épidémie de 1839. Et ces deux épidémies vont vraiment créer un électrochoc et vont inciter nos dirigeants de l'époque à s'intéresser à ce sujet. Et parmi eux, Armand de Melun, venu au monde donc, et qui a créé cette fameuse loi en 1850, c'est ça ? Exactement. Qui était-il ? Alors Armand de Melun, c'est donc un personnage du 19e siècle, né en 1807, décédé en 1877. En fait, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa vie, s'est intéressé à beaucoup d'œuvres charitables. C'est un avocat de formation et c'est quelqu'un qui va connaître une brève mais très active carrière politique. Il va être élu député d'Ille-et-Vilaine en 1849. D'ailleurs, son frère jumeau le sera, lui sera député du Nord. Il quittera l'Assemblée en fin 1851 et il va s'attaquer à un certain nombre de réglementations sociales, dont le sujet donc des logements insalubres, et c'est à lui qu'on doit la fameuse loi donc du 13 avril 1850. C'est une loi qui crée au niveau des conseils municipaux une commission des logements insalubre et donc qui a pour vocation donc d'inciter les propriétaires à réaliser des travaux. Alors en réalité, c'est une loi qui reposait sur le volontariat. Donc c'est une loi qui aura des résultats modestes, mais il n'empêche, c'est vraiment la première loi fondatrice en matière de combat contre l'hygiène. Bon, on le remercie. Pour l'hygiène, pardon. On le remercie alors, bien sûr. Exactement. Sans rentrer dans le détail, et trop dans le détail, Nicolas, quelles sont les principales étapes ensuite de cette montée, alors pas en gamme, mais cette montée en hygiène, on va dire, de l'immobilier ? Alors c'est une montée qui sera en fait extrêmement progressive. Il faudra près de 120-130 ans. Alors on a d'abord la reconstruction des grandes villes. On avait parlé il y a un peu plus d'un an des grands travaux menés par le baron Haussmann à Paris. C'est vrai dans d'autres villes. Ça a assaini énormément la ville. La création de grands axes qui introduisent l'air, la lumière, la création de parcs, la création de systèmes d'adduction d'eau, tout ça va concourir à une meilleure hygiène. C'est aussi des dispositifs, des initiatives qui sont prises au niveau des municipalités. Le mois dernier, on parlait de Jules Siegfried. Alors Jules Siegfried, on en parlait pour les logements sociaux. Jules Siegfried également, c'est le premier maire, il est à l'époque maire du Havre en 1879, à avoir créé les casiers sanitaires, en fait, qui font des statistiques et qui établissent des liens entre les maladies, les décès et l'état des logements, et qui évidemment le font en vue d'inciter les propriétaires donc à mener des travaux. Tout ça a démarré au Havre. Alors tout ça a démarré au Havre, effectivement, c'est le premier. Puis après, on aura d'autres grandes villes, Reims, Rouen, Toulouse, Bordeaux, Pau, qui vont adopter ces fameux casiers sanitaires. On aura une loi en juillet 1894 qui va obliger à Paris les propriétaires à tout simplement raccorder leur logement tout à l'égout. Alors ça prendra beaucoup de temps, encore au début du XXe siècle, moins de la moitié des logements seront raccordés à l'égout. Et puis on aura enfin, pour terminer ce panorama, au moins sur cette fin du XIXe siècle, début XXe, une loi le 15 février 1902 qui va là aussi inciter, alors cette fois-ci de manière un peu plus coercitive, les conseils municipaux à prendre des initiatives, à créer par exemple des sanitaires.
Voilà comment les choses peu à peu se sont établies pour améliorer l'hygiène, rendre les logements moins insalubres. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, les choses ont, imagine, énormément encore évolué. Il y a eu un vrai saut post-Deuxième Guerre mondiale, Nicolas? Alors, le vrai saut, en fait, c'est, comme vous l'évoquiez, c'est après la Seconde Guerre mondiale. Un livre une référence auquel on peut regarder, on peut chercher quelques données, c'est évidemment Jean Fourastier, c'est les fameuses 30 glorieuses. Et Jean Fourastier nous invite à une comparaison entre l'après-guerre et puis 1975. Songez par exemple que... Ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Et ça rappellera peut-être des souvenirs à certains. Mais quelques chiffres intéressants. 1946, sortie de la Seconde Guerre mondiale, on a un peu plus de 13 millions de résidences principales. Si on prend 5 critères que sont l'électricité, l'eau courante, le chauffage, la présence de WC ou de douche, sur ces 5 critères, on avait moins de 10% des logements qui remplissaient ces 5 critères. Et lorsqu'on lit Jean Fourastier, lorsqu'on prend par exemple la présence tout simplement d'eau courante froide, 63% des logements, des appartements n'en étaient pas équipés en 1946. On passe à 3% en 1975. Et je peux multiplier les exemples. On voit que cette période est 30 glorieuse du fait de la construction massive de nouveaux logements, du fait également d'un certain nombre de règles, va contribuer donc à propulser l'hygiène dans les logements. Et un souvenir personnel, quand j'allais chez mes grands-parents dans les années 80, eh bien le bac qui servait de douche était dans la cuisine. Voilà, c'était dans les années 80. C'était dans les années 80. Voilà. Mais en fait, ça nous montre bien que cette situation est assez récente. Ça signifie qu'aujourd'hui, quand on investit dans l'immobilier, pour le coup, l'hygiène, en tout cas la salubrité, c'est quelque chose qui est devenu absolument fondamental. Autant auparavant, c'était un enjeu périphérique. Maintenant, c'est absolument central. C'est la base de tout investissement. Alors, c'est la base de tout investissement, mais en fait, on est dans un pays qui se classe plutôt bien parmi les pays européens. Lorsqu'on regarde par exemple les statistiques de l'INSEE considère que 4 logements sur 5 aujourd'hui remplissent, il n'y a tout simplement aucun défaut. Il y a très exactement 0,6% de logements qui sont sous le statut, le coup de statut de logement insalubre. Alors 0,6 c'est probablement trop, mais en tout cas, par rapport à la situation dont on vient, c'est assez peu. Et puis, dans un pays où les Français protestent volontiers contre certaines situations, ben là, pour le coup, lorsqu'on les interroge sur l'état de leur logement, ils répondent à 77% d'entre eux qu'ils sont satisfaits, voire très satisfaits de leurs conditions de logement. Je rappelle, la superficie moyenne d'un logement, aujourd'hui, c'est 91 mètres carrés. 91 mètres carrés exactement, c'est 2,3 habitants par logement. Ça fait à peu près une moyenne de l'ordre de 40 mètres carrés, un peu moins de 40 mètres carrés par habitant. On a tout simplement progressé en matière de surface par habitant de 77% en 50 ans. On est au plus haut là ? C'est énorme. On verra si les logements continuent à progresser. En tout cas, on voit qu'on a une situation aujourd'hui qui est tout à fait satisfaisante. Et c'est une situation pour laquelle, pour autant, on revient de loin. C'est une longue histoire qu'on doit à des personnalités politiques, hygiénistes, etc. Et donc, il est important de rappeler l'œuvre de Armand Demelin et sa loi du 13 avril 1850. Merci beaucoup, les rappels historiques. Et oui, pour comprendre dans quoi on investit, il faut aussi savoir d'où vient ce marché de l'immobilier, d'où l'on revient et vers où on va. Merci beaucoup, Nicolas, donc pour le crédit foncier régulièrement avec nous sur BFM Business. Allez, on revient